s'appelle et je m'incline devant les forces de celles et ceux qui ont traversé ce que nous traversons pour qu'elles viennent nous informer et nous guider. Alors que l'infinité est en mode repeat, nous allons traverser les 4 moments du soleil ensemble sur ce cosmogramme Bakongo que vous voyez autour de moi et derrière moi. Donc chaque moment du soleil, donc le lever, le soleil de midi, le coucher du soleil et le soleil de minuit correspondent à un moment du cycle de la vie, la naissance, l'existence, la mort et la renaissance. Et à chacune de ces étapes, un élément est associé et j'ajoute une technologie de la communication et de l'information ou une technologie de création. Donc ce mouvement circulaire et cyclique est une supplication et une supplication pour la connexion. Comment peut-on être connecté à nous-mêmes, connecté aux autres, connecté à la Terre, connecté à l'univers, sans angoisse existentielle? Donc c'est la question que je me pose et qu'on va se poser ensemble. Bonsoir, merci d'être là. Rapidement, je vais redire pour les personnes qui viennent pour la première fois ce qu'est Afro-Cyberféminisme. Donc Afro-Cyberféminisme est un cycle de rencontres élaboré à partir de propositions de chercheurs, d'activistes, d'artistes, d'horizons divers qui ont en commun d'explorer les technologies numériques à partir de la place de l'Afrique et de ses diasporas et des questions de genre. C'est également un site, afrocyberféminisme.org. Alors, dans le cycle, nous avons accordé une attention particulière aussi à la science-fiction, et notamment à la science-fiction d'Octavia Butler. Elle nous semble être l'autrice qui a le plus finement réussi à tenter de nous rendre compte du présent en faisant peut-être le pas de côté de la fiction et à complexifier justement ces relations entre le corps des femmes noires, les technologies et les sciences et la fiction. Alors, on a exploré toute l'œuvre de Octavia Butler et justement dans Wild Seed, qui est le 4e roman de la série The Paternist, qui est paru en 1980, Octavia Butler, qui est donc africaine-américaine, repart sur le continent africain pour mettre en scène l'histoire originelle de deux personnages très emblématiques, deux esprits, Doro, qui est un homme au pouvoir surnaturel, et Agnan Wu, qui est donc une déesse, qui vont plus tard et très vite être contraints de quitter le continent pour aller en Amérique pour justement échapper à la traite transatlantique. Donc dans l'extrait qu'Etty Stewart va lire, Octavia Butler décrit en quelques traits Agnan Wu, la guérisseuse et gardienne de son peuple. Le nom Agnan Wu est tiré de la mythologie Igbo. C'est la déesse de la fertilité. C'est notre première figure de femme puissante, dotée de savoirs phytothérapiques et de pouvoirs surnaturels, qui doit se battre contre l'accusation d'être une sorcière. Merci, Katie. Elle alla s'occuper de son jardin, sans montrer le moindre signe d'inquiétude. Tant qu'elle savait où était l'intrus, elle n'avait pas peur de lui. Peut-être finirait-il par se lasser et s'en aller. En attendant, ses ignames et ses plantes étaient envahies de mauvaises herbes. Elle ne cultivait pas les simples traditionnels récoltés par son peuple. Elle seule faisait pousser les herbes destinées à soigner les malades qu'on lui amenait. Souvent,
Elle pouvait se passer de médicaments, mais ça, elle le gardait pour elle. Elle servait les siens en soignant leurs maux et leurs douleurs, et de plus, elle les enrichissait en les laissant répandre la nouvelle de ses dons au peuple voisin. Elle était oracle. Un dieu parlait par sa bouche. Les étrangers rémunéraient généreusement ses services. Il payait son peuple, qui la payait elle. C'était l'ordre naturel des choses. Les siens voyaient bien que sa présence leur était bénéfique et qu'ils avaient de bonnes raisons de craindre ses dons. Donc la plupart du temps, elle les protégeait et ils la protégeaient en retour. Mais il arrivait que l'un d'entre eux surmonte sa frayeur et trouve un moyen de mettre un terme à sa longue vie. L'intrus se rapprochait, mais sans se dévoiler. Un individu animé de bonnes intentions ne serait pas si furtif. Alors qui était-ce ? Un voleur ? Un assassin ? Quelqu'un qui la tenait responsable de la mort d'un parent ou toute autre mésaventure ? Durant ses nombreuses jeunesses, on l'avait accusée plusieurs fois de divers méfaits. On lui avait administré du poison pour voir si elle était une sorcière. À chaque fois, elle avait accepté l'épreuve de son plein gré, sachant qu'elle n'avait ensorcelé personne et qu'un homme ordinaire avec ses connaissances rudimentaires en matière de poison ne pouvait lui faire du mal. Elle, par contre, disposait d'un grand pouvoir en la matière, ayant intégré plus de poison de son vivant que n'importe qui. À chaque fois, elle avait passé l'épreuve haut la main, et ses accusateurs s'étaient couverts de ridicule et avaient été mis à l'amende pour accusation mensongère. Dans chacune de ses existences, alors qu'elle prenait de l'âge, on renonçait à la dénoncer, mais pas à la soupçonner. Peut-être redire deux mots sur la performance de Tabitha. Donc Tabitha Rezer, qu'on a pu voir tout à l'heure, est une artiste qui est actuellement basée en Guyane, qui a aussi fait un passage en Afrique du Sud et qui se définit donc comme une artiste, mais également comme thérapeute en santé, tech, politics. Elle est également professeure de kinétique Kundalini Yoga. Et en fait, on s'est beaucoup intéressé à Tabitha parce qu'en 2014, elle avait réalisé une vidéo qui s'intitulait Afro-Cyber-Résistance, donc dans laquelle elle dénonce l'impérialisme des technologies numériques et où elle remet un peu en question cette utopie d'Internet, donc qui abolirait les différences d'âge, de couleur, de genre et de classe. Et elle a commencé à déconstruire ces mythologies. Et puis ça nous intéressait aussi la manière dont elle montrait comment l'Afrique était prise dans les filets de cette culture numérique hégémonique. Et elle s'est intéressée donc à trouver des techniques, des stratégies pour guérir cet Internet malade. Donc, on va continuer la performance, la soirée, avec donc 4 invités, dont 2 sont présentes ce soir parmi nous. Donc, Sinatou et Fatoumata Kébé. Et il y aura également Sylviane Diop, avec qui on essaiera de se connecter à Dakar tout à l'heure. Et nous aurons aussi un petit message vidéo de Julie Owono, pardon. Je vais peut-être te laisser présenter Sinatou. Une petite introduction générale, tu décides de la sauter ? Peut-être ? Non ? Je sais pas, je te demande. Non, pas du tout. Oui, excusez-moi, parce qu'en fait, on a tout mis sens dessus-dessous avant de commencer, donc ça va être un petit peu chaotique.
Donc en fait, oui, juste pour rebondir ce que disait Tabitha tout à l'heure sur, elle a donné des premiers chiffres en fait sur la situation actuelle sur le continent africain. Donc on a pu voir qu'aujourd'hui, en fait, l'Afrique connaît un développement numérique rapide et sans précédent. Donc selon les données les plus récentes, il y a 435 millions de personnes qui utilisent le web et plus de 73 millions de personnes qui ont accédé en 2017 pour la première fois à Internet, ce qui correspond quasi à la population du Royaume-Uni. Donc c'est assez important comme progression. Que fin 2016, l'Afrique subsaharienne comptait 420 millions d'abonnés uniques aux services mobiles et que ce développement des technologies numériques sur le continent se fait en fait en parallèle d'une croissance économique et démographique qui attire les grands groupes internationaux, qui anticipent justement l'émergence d'une classe moyenne. Et on a pu voir notamment de manière assez systématique dans les médias, quasi pas un jour qui ne passe sans qu'on annonce l'arrivée imminente d'une licorne africaine. Donc, je rappelle que ce n'est pas seulement un animal mythologique, mais que c'est un terme qui est utilisé en économie pour désigner une start-up dont la valorisation dépasse le milliard de dollars. Donc, il y a un grand intérêt aujourd'hui en Afrique pour cette figure du start-upper et également de cette capacité qu'a l'Afrique à innover sous contrainte. Et même si on commence aussi à entendre quelques voix discordantes, pour qui l'émerveillement du Nord pour les start-up du Sud, frugales, résilientes, innovantes, n'est pas dénué de paternalisme postcolonial et qui appelle aussi à rompre avec ce modèle de la Silicon Valley. La Silicon Valley qui est, elle, très présente en Afrique. Donc on a pu voir par Facebook, mais je pense qu'on va en reparler tout à l'heure, et aussi par Google, qui sont engagés à former au numérique 10 millions de personnes en Afrique, a initié 100 000 personnes au développement sur mobile et qui vient aussi de lancer son premier accélérateur de start-up avec une aide financière de 3 millions de dollars sur 3 ans pour soutenir le développement des start-up technologiques basées en Afrique. Donc, Oulimata, c'est là que tu fais la cheville. Et les femmes dans tout ça? Oui, les femmes dans tout ça. Alors, si on reprend effectivement la culture numérique façon Silicon Valley, il y a effectivement une nouvelle figure féminine qui émerge, qui est celle effectivement qui émerge à l'aune des Women Leadership Summit, un petit peu partout dans le continent, de la codeuse à la dirigeante. Mais on s'est demandé, est-ce que ce récit n'occultait pas aussi peut-être des figures plus discrètes, plus singulières, ou qui avaient décidé de se battre sur d'autres terrains que celui de l'entrepreneuriat. Et est-ce qu'il y avait des usages qui émergeaient, qui étaient locaux, qui pouvaient être, dont on pouvait ne pas savoir autant que ça existait. Et puis surtout, est-ce qu'il y avait des formes justement d'afro-cyber-féminisme? Voilà, alors je refais une aparté puisque j'ai aussi commencé avec cette question de la science-fiction, de la fiction et aussi de la figure de la femme puissante, de la femme dotée de savoir phytothérapeutique. Comme disait Marie tout à l'heure, il y a cette figure aussi de la licorne. Donc, bon, là, je pense que c'est il faut être très suspicieux. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, on parle beaucoup comme ça de licorne africaine? Sur le site internet, on a montré le nombre d'articles qui mentionnaient dans leur titre la question des licornes africaines. Mais il y a aussi une autre figure mythologique qui ressurgit, qui est la figure de Mami Wata. Et on peut se demander effectivement si cette déesse et si cette résurgence n'est pas aussi le signe d'une connexion avec les technologies numériques. Alors, il y a plusieurs interprétations de Mami Wata, et notamment effectivement des interprétations très anciennes d'une déesse de l'eau. Mais la Mami Wata dont on parle très souvent maintenant est une déesse qui naît de la rencontre des esprits de l'eau avec les vaisseaux européens qui accostèrent en Afrique à la fin du XVe siècle. Mami Wata, issue de ce choc de la rencontre, serait une construction mythologique qui servirait de technique d'adaptation au monde qui vient.
Être hybride et mystique, elle procure richesse et puissance aux personnes qu'elle séduit en contrepartie de leur totale dévotion. Déesse de la mutation, elle augure des changements économiques, politiques, culturels et sociaux. Les Mami Wata contemporaines sont représentées avec des Apple Watch, des mobiles et des ordinateurs portables. Les nouvelles de leur apparition potentielle circulent sur les écrans des téléphones portables et les télévisions. Dans un article intitulé Cyber Sirène, Mami Wata reveals about the Internet and Chinese presence in Kinshasa, la chercheuse Leslie Brown analyse les nouvelles formes d'apparition de Mami Wata à l'ère d'Internet. Des images de Mami Wata ont commencé à circuler sur Internet et par téléphone portable, véhiculant des rumeurs selon lesquelles des travailleurs chinois l'avaient capturée alors qu'ils installaient des câbles à fibre optique sous-marins. Cette nouvelle image vient mettre en question les représentations populaires plus anciennes, à savoir l'image d'une belle jeune femme. La chercheuse émet l'hypothèse que ce corps déformé de Mami Wata révèle les nouvelles tensions découlant des promesses de richesse et de modernisation avancées par les gouvernements chinois comme congolais. Comme quoi cette figure ambiguë, qui est à la fois une technique d'adaptation, qui à la fois procure la richesse, mais à la fois la domination, et peut-être pas un hasard si elle ressurgit sous des traits qui sont plutôt assez négatifs d'ailleurs par là. Voilà, donc retour à l'actualité avec Sina Toussaka, qui est journaliste, entre autres, à RFI, qui est aussi très engagée dans un projet qui s'appelle IDEMI Africa, dont l'objectif est de rendre les langues vivantes plus visibles sur Internet. Et j'ai rajouté dans la lignée peut-être de ce que prône Felwine Sarr, qui nous enjoint à réévaluer les cultures locales pour que l'Afrique puisse être en mesure de produire ses propres métaphores du futur. Super, j'aurais pas pu mieux me présenter, c'est dingue. Merci Ouli. Alors juste pour repréciser vite fait, donc IDEMI Africa, c'est un collectif. Donc l'objectif, c'est de rendre les langues africaines beaucoup plus visibles sur Internet. Donc on a différents projets. On a notamment un événement dont je vous dirai quelques mots peut-être à la sortie, qu'on prépare avec le CNRS sur cette thématique-là. Juste avant de vous parler de ce que j'ai trouvé, j'aimerais juste faire une petite parenthèse. On parle de femmes, on parle de cyberféminisme. Je ne sais pas si vous savez, mais la production des technologies implique l'extraction de minerais dans des zones qui sont imprégnées de violences à l'égard des femmes. Et je parle notamment de la RD Congo. C'est une zone où tous les jours, des milliers de femmes sont violées. Donc c'est quelque chose à savoir et à prendre en compte, encore plus par les femmes qui doivent se battre et continuer à crier, et continuer à dénoncer cet état de fait-là. Donc une fois que j'ai dit ça et que j'ai poussé mon coup de gueule, on va pouvoir parler de ce qui nous intéresse ce soir. Donc, est-ce que vous les connaissez, ces femmes ? On va faire un petit jeu. Est-ce que vous les connaissez ? Est-ce qu'elles vous disent quelque chose ? Non ? Personne ? Personne ? Vous avez une petite idée ? Vous pouvez vous tromper, hein, il n'y a aucun problème. Alors c'est très bien parce que personne ne les connaît, hein, sauf dans leur pays. Et elles ne font pas grand-chose pour se faire connaître non plus. Elles ne vont pas au grand sommet pour les femmes leaders non plus. Elles ne sont pas embarquées par les pays européens ou quoi que ce soit. Pourtant, c'est des femmes assez fortes. La première, elle s'appelle Yolande Diantigui. Je ne sais pas si je prononce très très bien. Elle a 21 ans, elle est l'une des grosses figures de la campagne Ruuri Ferestanlis. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette campagne. Il y en a certains ? Qui d'autres ? Personne ? Alors, c'est une campagne justement pour dénoncer les violences faites aux femmes. Cette campagne, elle a eu lieu en Afrique du Sud. Je vais vous en reparler tout à l'heure, mais c'était bien avant MeToo, tout ce qu'on a entendu et réentendu sur les femmes. Et en avril 2016, elles ont commencé à dénoncer les violences qu'elles subissaient dans leur université. Donc Yolande et Sissifo,
qui a également 24 ans. Vous pouvez tous les retrouver sur Twitter. Hein. Je vous invite à les suivre parce qu'elles sont incroyables et qu'elles partagent des choses chouettes aussi. Pas que sur le, enfin en tout cas sur le combat pour l'émancipation des femmes, mais en tout cas elles sont assez intéressantes. Vous pouvez les suivre. Donc Sissifo également, elle a 24 ans, elle est aussi étudiante et hop, alors je vais me rapprocher. Donc en avril 2016, ces femmes et plusieurs autres, donc une particulièrement que je vous citerai tout à l'heure, ont mis en avant, ont abordé frontalement au sein de l'espace militant les questions de viol et de violences faites aux femmes en Afrique du Sud. Elles ont créé donc une liste, elles ont lancé donc la liste dont je parlais tout à l'heure, qui révèle en fait les viols qui ont eu lieu sur le campus de l'université de Rhodes en Afrique du Sud. Sur Twitter, elles ont lancé une campagne, donc #RuReferenceList, liste de référence de l'université de Rhodes. Le message est clair sur leur torse nu. On peut lire « Still not asking for it », je ne m'en veux toujours pas. Une autre campagne prend le #1in3 comme slogan parce qu'une femme sur 3 va subir les violences physiques ou sexuelles pendant sa vie en Afrique du Sud. Donc elles vont vraiment se battre pour faire entendre leur voix et pour attirer l'attention des autorités. Ces jeunes femmes ont par ailleurs, c'est ce qui fait leur particularité, c'est pour ça moi je me suis intéressée à elles. Elles vont refuser de répondre aux questions des journalistes européens, tout simplement par souci de conserver leur récit, leur narrative, comme on dit en anglais. Ces militantes, elles disent qu'elles veulent raconter leur histoire elles-mêmes. Pour elles, les journalistes occidentales particulièrement ne peuvent pas comprendre leur expérience et ne peuvent donc la raconter ou même rejoindre leur expérience, mais seulement s'opposer. Donc c'est leur philosophie, c'est comme ça qu'elles se présentent, elles veulent prendre la parole, elles veulent dire ce qu'elles ont à dire, mais pas par l'intermédiaire des médias. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles vous n'avez pas entendu parler d'elles. Alors, hop. Oui. Ces jeunes femmes, elles sont soutenues par cette belle femme qui s'appelle Simon-Kele Dlakavu. C'est l'une des leaders, on n'entend pas beaucoup parler d'elle, pourtant c'est l'une des leaders du mouvement Fees Must Fall. Vous avez peut-être entendu parler de ce mouvement-là, parce que lui, il a quand même fait la une de tous les médias dans le monde entier. Le mouvement dénonçait les frais d'inscription trop élevés dans les universités. On a beaucoup vu les femmes, mais en fait, cette jeune dame était l'une des meneuses, elle était l'une de celles qui étaient à l'origine même de ce mouvement, mais on n'en a pas entendu parler. Alors, on refait le jeu. Est-ce que vous les connaissez? Normalement, celles-là, elles sont plus connues quand même. Normalement. En tout cas, elles sont plus suivies sur Twitter. Non, personne. Pourtant, il y a un lien qui vous lie très très fort avec, en fait, les deux. Hein. Vous avez tous déjà abordé le sujet dont elle parle tous les jours, surtout la première. Tous. Vous en avez entendu parler tous les jours. Donc, prenez le temps, on va prendre 2 secondes. Elles sont toutes les, je vais vous donner un indice. Elles sont toutes les deux nigérianes. Donc, normalement, j'ai donné la réponse. Est-ce que ça vous parle? T'es pas loin. T'as pas parlé dans le micro. Alors en fait, cette jeune femme, elle s'appelle Bukky Shonibare. On la surnomme dans la presse nigériane The Placard Woman. Moi, ce qui m'a vraiment intéressée sur sa personnalité, elle est incroyable. Hein. J'ai eu la chance de discuter avec elle et de faire une chronique sur son parcours pour RFI. Et elle est vraiment hyper intéressante. Ce qui m'a intéressée, c'est qu'elle fait quelque chose de génial. Tous les jours, elle prend un panneau, c'est ça, exactement. Elle prend un panneau et... Qu'est-ce qu'elle fait, Marie? Non. Alors, en fait,
C'est ça, mais pas seulement. En fait, elle prend son marqueur, elle change la date sur son carton, elle prend une photo et elle dit depuis combien de temps les filles ont été enlevées par Boko Haram. Tous les jours. Donc, aujourd'hui, elle va dire depuis 100 jours. Demain, elle va dire depuis 99 jours. Et pas un seul jour malade à l'étranger ou ailleurs, enfin, chez ses parents. Elle n'arrête pas de faire cette photo sur son compte et de revendiquer la libération de ces filles. Parce que contrairement à ce qu'on dit, il y a encore beaucoup qui sont retenus par Boko Haram. Plusieurs ont été libérés, heureusement, on est ravis, mais il y en a encore plusieurs qui sont retenus par Boko Haram. Et cette femme, elle est... donc tous les jours, après Michelle Obama, après plusieurs peut-être d'entre vous, on a tous fait Bring Back Our Girl. Elle continue, elle prend son carton, elle écrit la date et elle dit Bring Back Our Girl. Pas un seul jour, elle n'oublie de le faire. J'ai trouvé que c'était incroyable. Ce qui est génial aussi chez Bouki, qui est quand même assez connue dans son pays, je dirais, c'est qu'en fait, elle est sur le terrain. C'est la particularité de toutes ces femmes, en tout cas, c'est ce que moi j'ai trouvé, de toutes ces afro-cyberféministes, c'est qu'elles ne sont pas seulement en ligne, elles sont sur le terrain. Bouki, avec plusieurs personnes, elles ont créé sur son compte Twitter, vous allez retrouver le nom de l'association, elles ont créé une association pour continuer à suivre toutes les femmes que Boko Haram a libérées et qui ont le syndrome de Stockholm, quoi, et qui continuent de se retrouver, elles ne sont pas encore complètement revenues, on va dire. Oui, super. Alors, Aïcha Youssoufou, alors là, c'est génial cette photo, j'ai fait exprès de la prendre, je trouvais qu'elle était complètement ce qu'elle, qu'elle représentait vraiment sa personnalité. J'ai discuté aussi avec elle et, elle a des photos beaucoup plus cool, hein, mais... Mais en fait, pourquoi j'ai choisi cette photo? Parce que c'est l'une des seules femmes nigérianes, en tout cas très très actives sur les réseaux sociaux, et qui ose s'adresser directement au président de la République et qui l'écoute, quoi. C'est dingue, et donc et pas pour lui dire ce que tu fais c'est bien, hein, elle a lancé une campagne pour demander la destitution du président nigérien. Parce qu'il n'assure pas la sécurité dans toutes les zones où Boko Haram continue de sévir. Et cette campagne a incroyablement bien marché. Alors le président, il est toujours au pouvoir, mais il est en tout cas sa cote de popularité est en forte baisse parce que Aïcha n'est pas d'accord, quoi. Non, pas seulement pour ça, mais Aïcha, c'est aussi l'une des grandes figures de Bring Back Our Girl. Je ne l'ai pas précisé. C'est pour ça que je disais qu'elles ont toutes les deux un lien. C'est ces filles-là qui ont été enlevées par Boko Haram. Oui, c'est bon. Tu peux continuer. Ce qu'on remarque donc de façon globale, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'elles ne sont pas seulement en ligne, elles sont aussi sur le terrain. J'ai trouvé des travaux de Kira Hall, je ne sais pas si vous la connaissez, et elle montre que les femmes, encore plus en Afrique, ont un usage social, privé, et même un peu relationnel des outils technologiques pensés, élaborés par les hommes qui ont, eux, en tout cas selon Kira Hall, une approche industrielle, économique et technique. Les femmes, elles vont produire des outils technologiques en détournant l'utilisation de ces réseaux-là de manière genrée. Elles utilisent les possibilités communicationnelles du web dans une perspective émancipatrice, trouvant dans les espaces du web 2.0 des lieux préservés par la domination masculine. Je voulais aussi vous dire quelques constats que j'avais appris moi-même. Donc merci Ouli de m'avoir fait... les figures, je les connaissais, mais du coup je me suis dit, bon, qu'est-ce qui les relie? Qu'est-ce qui fait que... C'est quoi leur moteur? Et en fait, ce que j'ai remarqué plusieurs choses, je ne vais pas tout vous dire, on pourra en reparler après, c'est que ces militantes, elles imposent leurs propres revendications à l'ordre public grâce aux réseaux sociaux. Et Twitter est donc un moyen de prendre conscience d'une expérience commune et de la dénoncer. Les jeunes femmes, elles utilisent, c'est ce qui est très marquant, elles utilisent très peu de pseudos, par exemple, sur les réseaux. En tout cas, la majorité, il y en a qui utilisent des pseudos, mais elles n'utilisent pas vraiment, en tout cas toutes celles que je vous ai citées là, elles sont visibles.
Et même quand c'est le cas, elles restent facilement identifiables. L'outil pourrait alors leur servir de lien entre lutte et théorie, un espace où les femmes, quel que soit leur niveau social ou d'éducation, peuvent discuter des questions de violences faites aux femmes, etc. Malheureusement, l'usage d'Internet et des nouvelles technologies reste encore très très faible en Afrique. Déjà, de façon générale, donc les femmes ont encore moins accès à ces outils-là. Ça reste réservé aux classes moyennes. On en reparle, mais ça ne veut pas dire grand-chose non plus, mais c'est une parenthèse. Twitter étant encore majoritairement utilisé par des jeunes filles urbaines, de milieux aisés pour la plupart ou cultivés. C'est ce que ici on appellerait classe moyenne, mais en fait, il faut quand même avoir, on va dire, un peu de moyens pour se connecter en Afrique, quoi. La classe moyenne, donc, occupe une place complexe et précaire dans la société africaine et négocie de toute façon, tout le temps, une lutte permanente. De plus, le langage principalement utilisé pour s'exprimer sur Twitter reste l'anglais. Il est donc nécessaire de le parler couramment. Donc, quand on ne parle pas anglais, ce qui est le cas de beaucoup de femmes, du coup, même si elles ont des revendications et qu'elles l'expriment sur ces réseaux-là, elles ne sont pas forcément visibles. Donc, du coup, il est donc nécessaire de parler couramment anglais pour pouvoir s'exprimer, être compris sur les réseaux. C'est moins le cas pour les conversations privées où les langues vernaculaires sont, en tout cas vernaculaires, les langues africaines, sont plus facilement utilisées. Donc, en gros, d'autres peuvent avoir des revendications, peuvent pas très bien s'exprimer, agir sur le terrain, mais ne pas être visibles sur ces réseaux-là, parce que ces réseaux sont dominés par des langues comme l'anglais ou le français. Et c'est d'ailleurs pour ça que le collectif IDEMI Africa, ouais, je fais le lien, essaye de les pousser, essaye de mettre en avant tous les contenus qui existent sur les internets. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, pour rebondir sur ta présentation, Sinatou, donc on peut voir effectivement, comme tu disais, avec les limites de la langue, des moyens, etc., comment Twitter et les réseaux sociaux sont des technologies de mobilisation, d'émancipation pour ces femmes. On a vu aussi l'envers du décor avec l'affaire récemment de Cambridge Analytica. J'imagine que tout le monde a suivi ça, mais pour ceux qui seraient passés à côté de cette information. Donc, il y a récemment des accusations qui ont donc été portées contre Facebook, qui a accusé d'avoir laissé cette entreprise spécialiste de l'influence politique, proche de Trump, en fait, s'emparer des données personnelles de 87 millions d'utilisateurs. Cette même entreprise, il faut le savoir, est aussi accusée, donc elle a été accusée d'avoir influencé les votes pendant les élections américaines, mais également lors des élections présidentielles au Kenya l'an passé et au Nigeria, le pays dont on a parlé tout à l'heure. Et il faut se souvenir aussi que pour des millions d'utilisateurs, Facebook, c'est souvent Internet, notamment depuis que la multinationale propose sur le continent une application qui s'appelle Free Basics, qui permet en fait d'accéder à une version réduite du web et prioritairement à leur propre service, qui fait aussi que toute l'activité des usagers passe par leur serveur. Et on a pu voir qu'effectivement, c'est en Europe, en ce moment, c'est un sujet de mobilisation, ou en tout cas, on commence à se préoccuper en fait, de la protection des données personnelles, puisqu'il y a un règlement qui doit être adopté le 25 mai pour protéger les données dans l'Union européenne. On voit que en fait, ce n'est pas vraiment le cas dans les pays du Sud, parce que récemment, il y a aussi un ancien employé de Cambridge Analytica qui avait déclaré dans l'article du New York Times que l'équipe de Cambridge Analytica faisait ses expérimentations à l'étranger, notamment aux Caraïbes et en Afrique, donc où les règles de protection de la vie privée sont faibles. Du coup, pour aussi reparler de ces jeunes femmes qui utilisent leur vrai nom, et pas des pseudos, et en fait, du coup, de la manière dont elles peuvent s'exposer aussi. Et en Afrique, on a vu que cet arsenal juridique est assez faible dans ce domaine, et que du coup, le continent constitue une sorte de proie
facile pour les entreprises qui mènent déjà de nombreuses expérimentations. Peut-être, en fait, on va regarder une petite vidéo de Julie Owono, très courte, pour peut-être réagir en fait à son intervention. La vidéo, elle est disponible en intégralité sur le site afrocyberféminisme.org. Et en fait, Julie Owono est avocate et responsable de la branche Afrique de l'ONG Internet sans frontières. Non, je précisais simplement que Julie Owono était directrice exécutive d'Internet sans frontières. En fait, elle est très fière de cette nomination parce que, comme elle dit, il y a très peu de grosses ONG internationales qui sont dirigées par une femme africaine. Voilà, c'est pour ça que je le précise. On n'a pas de son, oui. Tout à fait. Alors. Pourquoi? Peut-être, Sinatou, tu peux nous donner un... Enfin, je sais que tu es très au courant de toutes ces questions, Cambridge Analytica, Facebook. Je cite aussi très souvent les expériences qui sont faites sur les laboratoires de drones. Avec Afrotech, qui est une université suisse, où effectivement l'intérêt de créer un aéroport de drones au Rwanda, d'ailleurs, parce que est prétendu en fait comme ayant une vocation sanitaire, de santé, parce que l'idée c'est de pouvoir transporter des poches de sang beaucoup plus facilement parce que les infrastructures ne sont pas disponibles. Mais bon, ça reste quand même une expérience sûrement qu'on ne ferait pas ailleurs. Enfin voilà, je voulais avoir juste ton retour peut-être sur cette question de l'ère des technologies et l'Afrique comme un continent de laboratoire. Oui. Alors, je savais que tu allais me poser la question, du coup j'ai préparé quelque chose, parce que c'est quand même compliqué d'avoir une réponse courte. Oui, et puis c'est une question compliquée de toute façon. C'est une question compliquée. Et très peu recherchée aussi, donc c'est difficile de... Voilà, on avance aussi parfois à tâtons. C'est bon, ça marche? Ça devrait marcher. Ok. C'est comme tu veux. On peut lancer... Je lance et puis oui, aux deux questions en même temps. Femme-là aussi qui pose problème au système de surveillance. C'est cette femme-là qui est d'abord victime des systèmes de surveillance. Et quand on parle de surveillance et qu'on parle d'Afrique, on est obligé de constater que c'est l'un des endroits au monde où les pratiques de surveillance se font les plus, j'ai envie de dire, sont les plus libres, malheureusement, se font sans le moindre, en tout cas avec le moindre contrôle possible. Eh bien, ces femmes-là qui ne correspondent pas au carcan, elles sont potentiellement plus enclines à être objet de l'attention de ces systèmes qui souhaitent préserver, le statu quo, et qui ne souhaitent pas nécessairement avoir des femmes qui s'expriment un peu trop fort, qui parlent un peu différemment des autres. Donc ça, c'est un des travaux sur lesquels que nous explorons à Internet sans frontières, le lien entre genre, race, classe, bien sûr, et surveillance de masse à l'ère de la lutte contre le terrorisme ou à l'ère de la préservation de l'ordre public, mais pas seulement. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui de plus en plus le capitalisme de surveillance, c'est-à-dire ce ne sont plus seulement les États, mais ce sont aussi des entités privées qui sont elles-mêmes auteurs d'entreprises de surveillance. On parlait récemment de Cambridge Analytica et de Facebook, mais on est précisément là-dedans, c'est-à-dire la capacité à exploiter, utiliser les données personnels des individus pour soit influencer leur comportement d'achat, leur comportement de consommateur, soit influencer leur comportement d'électeur, ou bien simplement pour savoir qui ils sont et les avoir à l'œil au cas où. Eh bien, même sur cette question de capitalisme de surveillance, on voit que la question féminine prend tout son sens, la question du genre prend également tout son sens. Il existe des applications Je m'arrête là. Elle sera en intégralité, comme dit, on est un peu pris par le temps. Mais Sinatou,
fait, je voudrais juste m'arrêter sur le thème de laboratoire, pour commencer. D'abord sur la forme. Pourquoi on devrait être un laboratoire? Enfin, je pense que les mots, c'est important. Enfin, du coup, je pense que ce mot-là, précisément, continue de dire quelque chose du rapport encore assez complexe entre le discours qui vient d'ailleurs et le discours qui est produit en Afrique. Alors, on est tous d'accord qu'il faut qu'à un moment, à partir d'un moment, l'Afrique commence à, et c'est ce que Felwine Sarr il dit dans son bouquin, si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande, courez, faites ce que vous voulez, mais il faut lire Afrotopia. C'était la petite séquence pub. Mais en fait, on est tous d'accord qu'il faut que l'Afrique commence à apporter quelque chose aux autres, qu'il faut que l'Afrique invente des choses qui vont servir ailleurs. Parce que en tout cas depuis toujours, l'Afrique a toujours utilisé des outils qui ont été créés ailleurs. Et il serait peut-être temps que le monde commence à utiliser des outils qui ont été inventés en Afrique. Donc, on est tous d'accord que c'est une bonne chose. Mais ce que moi je remarque, c'est que derrière, il y a une vaste opération de communication. Parce que ces grosses entreprises qui viennent en Afrique, en fait, d'une façon ou d'une autre, concurrencent les startups africaines qui, elles, n'ont pas les moyens de tester des choses. Parce que faire un test, ça suppose dépenser de l'argent et voir si ça va marcher. En fait, elles n'ont pas le temps ou même les moyens de faire des tests, tout simplement. Et donc, elles sont en face de grands groupes qui sont prêtes à perdre de l'argent, quitte à ce que l'outil marche ou ne marche pas. Et ça crée un petit déséquilibre. Pourquoi ces grands groupes ne viennent pas utiliser des services qui existent déjà? Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une grosse entreprise française qui est allée chercher Off-Grid, qui est une entreprise américaine, une start-up américaine, pour faire, on va dire, tout ce qui est économie autour du solaire et tout ça, alors qu'en Afrique, il y a M-Kopa au Kenya qui pouvait faire le même job. Mais en fait, cette entreprise française est allée chercher une start-up américaine alors que sur place, il y avait des compétences. Donc, il y a quand même un gros déséquilibre alors qu'on a dit qu'on était laboratoire. L'autre chose, ce que cache aussi cette idée de laboratoire, notamment sur le paiement mobile, qui est positif, hein, c'est pas là la question, elle crée des écarts au sein même de la population et ces entreprises sont très à court-termistes. En gros, elles vont préférer développer, parce que le paiement mobile, c'est un peu l'exemple typique du test, parce que Orange, par exemple, je dis le nom, a testé Orange Money dans plusieurs pays africains et est venu ouvrir Orange Bank ici. Donc le paiement mobile, gros succès, tout le monde en parle. Le problème, c'est que Orange préfère développer, ce qui est très bien, hein, développer, la question c'est pas est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal, mais ils vont développer des produits, de nouveaux produits pour les abonnés, au lieu de faire des investissements pour permettre à d'autres personnes qui ne sont pas abonnées, qui n'ont même pas accès à Internet dans des villages reculés, d'avoir accès à Internet. Donc ces investissements-là sont à long terme et vont servir à plusieurs personnes, mais elles ne vont pas faire ça, parce que pour elles, ce n'est pas tout de suite. Donc, il y a aussi cette logique du tout de suite, maintenant, qui, en tout cas, est à interroger. Le problème que ça pose aussi, c'est qu'en attirant l'attention sur le continent laboratoire, elles attirent l'attention sur des sujets plutôt que d'autres. On va mettre en lumière des sujets tech, alors qu'il y a d'autres sujets aussi. Donc, tout ceci étant dans leur agenda personnel. Donc, on va considérer bientôt, et c'est déjà le cas, que le paiement mobile, d'autres vont le dire, va permettre à l'Afrique de se développer, de tout changer. Alors qu'il y a beaucoup de téléphones, on est d'accord, hein, c'est pas ça la question, mais le problème, en Afrique, je ne sais pas s'il y en a qui partent souvent, une personne a peut-être 4 téléphones. Donc, voilà. Ça ne veut pas dire que tout le monde a des téléphones, en fait. Je pense qu'il y a cette nuance-là qu'on ne rappelle pas souvent. On dit c'est le continent du mobile. C'est vrai. On a passé un cap. On parle de leapfrog. C'est une réalité. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde est forcément équipé. C'est juste que, oui, chez nous, les gens, vu qu'il y a 4 ou 5 réseaux, pour appeler moins cher, en fait, on prend
téléphone pour chaque opérateur, quoi. Donc toutes les personnes qui se retrouvent, moi ce qui me pose question aussi, c'est que toutes les personnes qui ne se retrouvent pas dans ces économies de paiement mobile, etc., sont marginalisées finalement. Et on se dit tous, pourvu que, oui, vous payez par paiement mobile, mais personne ne se demande à quoi ça sert en fait. Au Kenya, par exemple, il y a un super article de Quartz Africa que je vous invite à lire, où ils expliquent que le Kenya, c'est vraiment le modèle en matière de paiement mobile avec M-Pesa et tout ça. Je pense que le taux de pénétration est au-delà des 50%. Et en fait, ils se sont rendus compte que la majorité des paiements, c'est dingue, servaient à des jeux en ligne. En fait, les gens, ils font des prêts pour... Donc, à qui ça profite tout ça? Je pense qu'il est peut-être temps de commencer à s'interroger. Voilà. Non, très bien, merci Sinatou. Je pense que tu as fait plein de petits liens qui sont importants, et notamment, ça me permet de faire la transition avec Fatoumata Kébé. Merci Fatoumata Kébé. J'ai oublié qu'on avait Sylviane avec nous. Désolée Sylviane, je voulais te plugger avec nous plus tôt et on était en pleine discussion. Comment ça va? Donc c'est que la discussion est formidable et je suis ravie. À Dakar il fait beau, enfin un peu de poussière quand même, vent de sable, mais il fait bon surtout. Bon, Sylviane, il fait bon. En fait, on a pris plein de retard, donc on va demander à Fatoumata Kébé de nous faire son intervention et je te garde en truc de fond. Ça te va? Parfait, formidable, ça me permet d'être avec vous, c'est génial. Alors j'enlève juste ma caméra, j'espère que tu nous entends. Je vous entends. Okay. Rapidement, pour introduire Fatoumata Kébé, il y a cette question. Alors, vous avez compris que c'est vraiment kaléidoscopique, hein, notre soirée. On essaye comme ça de prendre des choses et de voir comment est-ce que ça s'articule, comment est-ce qu'on peut comprendre un petit peu mieux. Et une des choses qui caractérise aussi l'époque, peut-être, c'est que le continent africain prétend aussi avoir des ambitions scientifiques, des ambitions spatiales. Il y a par exemple un événement qui a lieu tous les 2 ans qui s'appelle le Next Einstein Forum, où l'idée est que le prochain Einstein, qu'il faut donc former les étudiants aux meilleures formations, aux formations d'excellence, les plus pointues, les plus poussées, parce que le prochain Einstein viendra du continent africain, et d'ailleurs ce sera une femme. Notamment le Rwanda aussi se fait très remarquer, avec notamment son plan qui s'appelle Vision 2020, où l'idée de faire l'objectif, en fait la planification, est de faire entrer le Rwanda en 2020 dans le rang des pays à revenus moyens ou intermédiaires, je ne sais plus, avec à l'appui un gros plan d'accès aux technologies, et aussi d'ailleurs beaucoup d'ouverture aux entreprises internationales en matière de technologie. Et puis, dernier petit point comme ça pour parler de science, c'est la question de la recherche spatiale. Donc, plusieurs pays ont aujourd'hui des programmes spatiaux, installent des télescopes. L'Algérie a un programme spatial, l'Afrique du Sud a un programme spatial. Il y a aussi le SKA, le Square Kilometer Array, qui est un énorme observateur, le plus gros mondial, qui va s'implanter en Afrique du Sud, mais enfin là, une partie, et une partie en Australie, je crois, voilà. Et puis le Nigeria, qui a décidé que d'ici 2030, il enverrait un astronaute dans l'espace. Voilà, donc ça c'est très rapidement brosser ces questions-là. On a invité Fatoumata Kébé parce qu'elle est docteure en astronomie. Tu t'es spécialisée sur les débris spatiaux et on est très heureuse que tu sois là. Merci beaucoup. Tu es venue nous présenter ton métier et un pan spécial de ton métier. Je te laisse la parole. Donc bonsoir, donc je m'appelle Fatoumata Kébé et je suis astronome.
Donc, dans mon travail d'astronomie, je me suis spécialisée sur une thématique qui sont les débris spatiaux, en gros les déchets de l'espace. Et donc, pour parler des débris spatiaux, je voulais d'abord faire un retour en arrière avec vous. Donc, je ne sais pas si vous reconnaissez cet objet sur l'image. Ouais, j'ai entendu la réponse, c'est Sputnik. Donc, c'est le premier satellite artificiel qui a été envoyé par l'homme pendant la guerre froide par l'ex-URSS en 1957. Donc, cet objet est resté à peu près 90 jours dans l'espace, mais les 2 tiers de sa durée de vie dans l'espace, c'était un déchet. Il ne fonctionnait plus, il ne servait plus à rien. Et donc, avec le temps, on a envoyé encore et toujours plus d'objets dans l'espace, des satellites, des aiguilles pour des expériences de l'armée américaine, par exemple. Et avec le temps, le nombre de débris n'a cessé d'augmenter. Donc là, en fait, cette image vous montre le nombre de débris spatiaux au fur et à mesure que le temps avance. Et les zones que vous voyez où il y en a plusieurs, ce sont les zones les plus utilisées par l'homme. Donc vous avez l'orbite basse terrestre, où vous allez retrouver plutôt les satellites de météo, par exemple. Et vous avez une autre région dans l'espace un peu plus lointaine, où vous allez retrouver surtout les satellites de télécommunications. Voilà. Ah, mais l'être humain, quand il y va très fort. Voilà. Donc ça, c'est une image d'artiste. Donc l'espace, c'est vaste. Donc là, les points des débris spatiaux ont été grossis pour qu'on puisse mieux apercevoir leur répartition dans l'espace. Et donc, comme je vous ai dit, vous retrouvez en fait, là où vous avez les débris, c'est là où l'homme envoie ses objets. Et on estime aujourd'hui qu'il y a à peu près 17 000 débris qui ont une taille supérieure à 10 cm. Entre 1 et 10 cm, on pense qu'il y en a à peu près 700 000, ça va. Et inférieur à 1 cm, on pense qu'il y en a à peu près 100 millions. Et donc aujourd'hui, dans les premiers temps de l'aventure spatiale, la plupart des débris étaient plutôt des satellites ou des morceaux de fusée. Parce qu'une fusée, donc, elle transporte un satellite. Au fur et à mesure qu'elle monte en altitude, elle se disloque. Il y a une partie de la fusée en fait, qui protège le satellite et qui va être dans l'espace. Donc, ensuite, elle va libérer le satellite et les 2 morceaux, donc ce qu'on appelle la coiffe, va rester autour de la Terre. Mais actuellement, en fait, la source majeure de création de débris, c'est ce qu'on appelle les événements de fragmentation. Une fragmentation, c'est au choix soit une collision, soit une explosion. Collision entre 2 satellites, explosion d'un satellite. Par exemple, pendant la guerre froide, l'ex-URSS, ce qu'elle faisait, par peur de se faire piquer sa technologie spatiale, elle préférait faire exploser ses satellites dans l'espace. Donc là, c'est un exemple de collision entre 2 satellites qui a eu lieu en 2012. Donc, le premier satellite s'appelle Iridium 33, qui appartenait à une entreprise américaine qui s'appelle Iridium, qui a rencontré le satellite qui était à la retraite, Cosmos 2251. Donc en gros, Cosmos 2251, ça faisait à peu près 20 ans qu'il errait dans l'espace. Donc cette collision a généré à peu près 3000 débris observables depuis la Terre, mais encore plus inobservables pour nous avec les moyens que nous avons actuellement. Et si vous regardez la vidéo, vous voyez qu'il y a 2 nuages qui ont été créés suite à cette collision. Et ensuite, les débris vont pouvoir se rencontrer à nouveau. Et donc, c'est une réaction qui va commencer et qui va continuer. En fait, une réaction en chaîne en fait, qui est mise en place. Ce qui fait qu'actuellement, même si on arrêtait d'envoyer de nouveaux objets dans l'espace, le nombre de débris ne cesserait d'augmenter juste par ce type de réaction. Alors, un autre danger des débris, le premier danger des débris, du coup, c'est que comme ils sont incontrôlables, ils peuvent impacter un satellite qui est actuellement en fonction. Un satellite, par exemple, qui nous permet d'avoir accès à la télévision ou autre. Mais l'autre danger des débris... Voilà. Je me disais aussi, le mur n'est pas... Voilà. Et le deuxième danger des débris spatiaux, c'est un danger sur Terre. Il y a quelques jours, il y a la station spatiale chinoise qui est rentrée sur Terre et on ne savait pas trop où est-ce qu'elle allait atterrir. Bon, en général, quand les débris rentrent sur Terre, ça tombe dans l'océan, qui recouvre à plus de 2 tiers la surface de notre planète. Donc là, en fait, vous avez un réservoir d'une fusée américaine. Donc c'est une fusée qui avait été lancée en 1975 et qui est retombée sur Terre en 2012 au Zimbabwe. En fait, lorsqu'un débris est autour de la Terre, il est soumis en fait aux forces qu'on a à l'extérieur. Et avec le temps, il va commencer à rentrer plus ou moins sur Terre. Et une fois qu'il pénètre l'atmosphère, on ne sait pas où est-ce qu'il va atterrir. Actuellement, on n'a aucune loi physique qui nous permet de savoir quand un débris rentre, où est-ce qu'il va atterrir.
même si c'est un danger, moi je pense que c'est bien. Parce que comme les gens ils aiment bien faire des armes partout, n'importe comment, je me dis que si on savait calculer ce type de trajectoire, on pourrait faire genre, je suis désolée pour toi, je ne l'ai pas fait exprès. Donc voilà. Alors je ne sais pas si dans la salle vous avez vu le film Gravity. D'accord. Donc on va rapidement se mettre dans la peau de Sandra Bullock ou George Clooney au choix. Donc le film en fait c'est une équipe d'astronautes qui est en pleine mission dans l'espace. Et à un moment donné, il y a un satellite russe qui va être détruit par un test antimissile fait par également la Russie. Et Houston va appeler au dernier moment ses astronautes pour lui dire rentrez, danger, je ne sais quoi, je ne sais quoi. Ouais. Donc les images sont très très belles. Voilà, Explorer, this is Houston, ça commence. Les débris arrivent. Explorer, this is Kowalski confirming visual contact with debris. Debris is from a BSE sat. Repeat, I have Dr. Stone requesting faster transport. We have to go, go, go. Kennedy reports meteorological conditions. Don't go. Houston, Explorer, copy. Explorer, Dr. Stone requesting faster transport to Bay Area. Explorer, do you copy? Explorer, permission to retrieve Dr. Stone. Your go, Clark. Houston, this is Explorer, copy. All right. We've lost Houston. Vous voyez que le débris qui est passé est arrivé très très vite. Look, we need to get the Les hell autres out of here. arrivent aussi également à des vitesses très importantes. Man down! Man down! Donc c'est vrai que ça fait peur. Mais la question qu'on va se poser, c'est à quel point ça fait mal à un débris spatial. Et pour ça, on va d'abord parler d'énergie cinétique. L'énergie cinétique, en fait, c'est l'énergie que vous dégagez lorsque vous vous déplacez, en gros, qui est liée à votre vitesse. Donc une voiture, plus elle ira vite, plus son énergie cinétique sera grande. Nous sommes tous d'accord sur ça. Alors, si on prend un débris qui a une taille d'1 centimètre, en centimètres, c'est à peu près la taille d'une myrtille. La myrtille, juste, vous la lancez comme ça et vous vous dites, et si je faisais comparatif entre une myrtille et un débris spatial? Si la myrtille était un débris spatial, 1 centimètre, ça donne quoi dans l'espace? En fait, dans l'espace, on peut l'assimiler à une enclume qui a une masse de 70 kg et qui avance à une vitesse de 161 km/h. C'est pour ça qu'on dit qu'il suffit qu'un petit débris impacte à un endroit bien précis un satellite pour le faire exploser. Et du coup, on va passer à un débris de 5 cm. Là, c'est la taille d'une prune. Et à votre avis, à quel type d'objet on peut, on va dire, le comparer? Tout à l'heure, c'était une myrtille, une enclume. Là, on peut y aller. Une Tesla? Un peu moins puissant, là, ce que je propose, moi. Un peu moins puissant. Je pense que Tesla, enfin les voitures, on est d'accord. On ne sait jamais. Hein. On sait jamais. Quand vous sortirez dehors, vous regarderez autrement les bus RATP. Voilà, donc un bus, cette fois-ci, qui sera moins rapide, mais qui sera à une vitesse de 141 km/h. Et donc, du coup, on va passer à 10 cm, soit une balle de softball. Est-ce que quelqu'un a une proposition? Un quoi? Un avion? Un train? Hein? Un bateau. Non, pourquoi pas. Est-ce que vous avez en tête un objet, vous savez que s'il arrive sur vous, c'est fini. Il n'y a pas de... Sur plusieurs kilomètres, c'est fini. Un objet artificiel. À la place d'un astéroïde, on pourrait prendre quoi? Non, mais quelque chose qui vous tombe dessus. Vous étiez presque, hein, quand même. Donc voilà. En sachant qu'actuellement, on se concentre surtout sur les débris qui ont des tailles énormes,
les satellites qui sont des déchets. Pourquoi ? Parce qu'il faut nettoyer l'espace. Ça, c'est une raison mineure. Mais la raison principale, c'est parce qu'en fait, un satellite, on sait à qui il appartient. Et si on sait que ton satellite, il a détruit un autre satellite, tu payes. Mais un petit débris, on ne sait pas à qui il appartient. Et un petit débris, si on le retire, comment vous gagnez de l'argent en fait derrière ? Parce qu'actuellement, c'est vrai, mais même dans les conférences scientifiques de débris spatiaux, on travaille sur des modèles économiques pour rendre le nettoyage de l'espace rentable. Parce que sans ça, les gens ne s'intéressent pas trop à cette question de petits débris. En sachant que également, pour le moment, les gouvernements n'ont pas forcément fait grand-chose, en tout cas pour soutenir les méthodes de nettoyage qui ont été proposées par des laboratoires ou entreprises privées. Et en France, on a une loi bien spécifique qui vous dit que votre satellite doit rentrer au bout de 25 ans maximum sur Terre. Aux États-Unis, c'est les États-Unis. Il n'y a pas de cadre. Enfin, en gros, ils peuvent faire plus ou moins ce qu'ils veulent. Donc voilà, c'était une petite introduction sur les débris spatiaux. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Alors, bon, moi j'ai plein de questions, je pense que la salle a plein de questions. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va y arriver, il faut qu'on avance. Comment ? On va pas remettre la science-fiction avec la... Bon, mais ben voilà, on va pas faire la science-fiction. Mais on va peut-être... moi, j'aurais aimé qu'on puisse peut-être se poser des questions. Je suis presque sûre que vous avez aussi des questions à poser. Est-ce qu'on essaye quand même de la liaison avec... Ah bah, tout à fait. Praline, on va faire des questions et chercher Sylviane en même temps. Peut-être. Sylviane, tu es toujours là ? Ah, Sylviane. Oui, je suis toujours là. Et j'ai même quelque chose à J'espère que tu trembles à Dakar. Après ce qui s'est dit. Non, je tremble pas. Je crois que c'est inutile de trembler. Si on a des gens comme Miss Québec qui s'occupent d'aller chercher les débris, on va s'en tirer. Enfin, j'espère. Et puis j'espère qu'on va pas toujours être le continent qui ramasse les problèmes. Bah justement, moi j'avais des questions dessus, mais on va j'ajouterais à ce qu'a dit Fatou, c'est que je viens de lire que Virgin, la compagnie aérienne Virgin anglaise, qui développe une branche avion d'espace et compagnie pour le grand public, a fait son dernier test et que ça fonctionne, son Rocket Plane, ça me fait beaucoup penser à la BD Rocketman, cet avion, mais bon, voilà. Et surtout, ils décrivent qu'ils pensent pouvoir faire partie des gens qui vont collecter les débris grâce à cette technologie. Voilà, c'était pour ajouter au discours de Fatou. Oui, puis c'est intéressant aussi ça rappelle aussi, pour rebondir sur ce que disait Tabitha tout à l'heure, c'est que l'Internet, il n'est pas dans un nuage, mais qu'il y a des grosses infrastructures, et qui produisent beaucoup de déchets, que ce soit dans l'espace ou que ce soit avec le matériel électronique qui est retraité sur le continent africain. Ça pose pas mal de problèmes. Sylviane, en fait, j'ai pas eu le temps de te présenter à notre public. Alors, je fais une courte introduction et pendant ce temps, préparez vos questions. Donc, Sylviane, tu es une pionnière du numérique, installée à Dakar. Oui. Très heureuse que tu sois avec nous quand même. Parce que la connexion fonctionne. Très important. Bravo, merci. Donc Sylviane, elle a grandi à Dakar et elle a poursuivi des études de biologie à Bordeaux avant de travailler dans différents secteurs culturels et de se consacrer corps et âme aux technologies numériques et à leurs usages à partir de 1997. C'est bon là ? Oui, c'est exactement ça. Oui, en 2002, elle initie le Forum sur les arts numériques au sein de la Biennale de Dakar. Puis en 2004, elle crée le Laboratoire des arts et technologies Dakar Lab, lieu d'échange d'expériences et de collaboration entre les artistes, des technologues, des scientifiques autour de la création numérique. Et cette même année, tu crées le collectif GoLab. Donc, ça c'est juste pour présenter en quelques mots. On peut
peut-être continuer à présenter en fait le travail de Sylviane et prendre toutes les questions en même temps, ou si vous avez des questions urgentes à poser à Fatoumata, c'est aussi bien le moment. Ah, eh ben oui, alors, pourquoi pas. Une question à Fatoumata. Nous, on fait une question globale avec tous nos invités après la présentation de Sylviane, si vous êtes d'accord. Oui ? Ah, une petite question du fond. Oui, en fait, j'avais une question rapide par rapport aux débris. Vous disiez que la majorité des débris, si j'ai bien compris, font une taille inférieure à 10 cm, 700 millions. Est-ce qu'ils représentent ces débris-là en particulier un danger pour nous si nous tombons dessus, en gros? Ah, pardon. En fait, c'était des débris de 1 cm. Et en général, ils vont brûler dans l'atmosphère. Donc, pour cela, il n'y a pas de... C'est surtout un problème dans l'espace. C'était la fin de ma réponse. Alors, bon, on reviendra. Moi, j'ai des questions aussi, notamment sur les figures de femmes astronautes sur le continent, et puis aussi la place, parce que moi, j'aimerais bien savoir qui tu penses, qui travaille vraiment sur des programmes spatiaux sur le continent, mais peut-être qu'on reprendra ces questions après avoir discuté avec Sylviane. Alors, Sylviane, il y a quand même des personnes là, Ah, elle n'est plus en ligne. Ah ben c'est. Tu vois, la connexion est super, je vous entends parfaitement. Autant pour moi. Est-ce que tu entends bien, Oulimata? Est-ce que tu m'entends, Oui, Sylviane? Je t'entends, Oulimata, je t'entends Super. parfaitement bien. J'ai même entendu le rire de Karen Dermineur. Voilà. Voilà, Alban, Mélanie, Karen, tout le monde est là pour toi. Elle se montre, je sais qu'elle est là. Karen, qui fait partie intégrante de l'histoire, d'ailleurs, j'en profite pour le dire, de l'histoire intégrale de la constitution de Gaolab, puisque Karen était la personne que j'avais appelée pour piloter le Forum des arts numériques au sein de la Biennale. L'expérience étant très bien déroulée, on a donc constitué ensemble Dakar Lab au sein de la Biennale en 2004. Et c'est suite à beaucoup d'échanges par rapport aussi au devenir de ce Gaolab au sein de la Biennale, parce qu'il faut savoir que la Biennale de Dakar est un secrétariat général du ministère de la Culture. Donc c'est forcément teinté de politique et on n'y fait pas toujours ce que l'on veut, évidemment. Ce n'est pas l'endroit de la liberté absolue. Donc on a imaginé très rapidement avec Karen et aussi une autre de mes complices qui est Ngo Nefal, on a imaginé de créer une sorte de collectif informel pour faire des happenings. On était tout à fait dans la philosophie du hacking et on occupait des espaces de la ville, comme ça, de manière impromptue, pour parler de ce qu'on appelait à l'époque les nouveaux outils technologiques et qu'est-ce qu'on pouvait en faire dans le champ de la culture. Comment les artistes pouvaient travailler avec ces outils et surtout, oui, une mise à disposition, une découverte, travailler aussi sur la propriété intellectuelle par rapport à ces outils qui évidemment libèrent à travers leurs pixels tout un tas de choses sur le réseau qu'on peut récupérer et réutiliser. Et de là, je fais le pont tout de suite parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps par rapport au contexte de l'époque où quand même au Sénégal, on a vécu en 2009 la création du premier cybercafé de l'Afrique de l'Ouest, qui était donc une aventure menée par une artiste designer qui s'appelait Oumoussi, qui s'appelle toujours Oumoussi d'ailleurs, et Michel Mavros, qui lui était un technologue. Et leur rencontre a donné le Métissakana, qui a été quand même la première pierre, je dirais, de tous les cybercafés d'Afrique de l'Ouest. Et peut-être d'ailleurs, mais en tout cas d'Afrique de l'Ouest, c'est sûr. Et donc, suite à ça, ils ont malheureusement dû fermer en 2001, suite à toujours des problèmes de monopole de notre société téléphonique historique.
Mais voilà, ils avaient quand même semé une graine et ils avaient fait découvrir Internet, le réseau, à beaucoup de gens. Donc, on a créé donc ce collectif et on a commencé à faire différents travaux. Toujours à l'époque, on n'était pas du tout dans l'immersion, on parlait de la fracture numérique. Voilà, maintenant, je sais pas si on en parle toujours. Enfin, moi, je n'en parle plus parce qu'on est fracturé quand on veut bien être fracturé, quelque part. Voilà, alors on a fait des actions qui étaient plutôt de réunir des artistes et de leur démontrer comment fonctionnaient ces outils, l'intérêt que ça pouvait avoir pour eux d'augmenter leur pratique artistique, comme on avait découvert à une époque tout un tas d'outils concernant la peinture, la sculpture. Pour nous, c'était exactement un outil au même niveau qu'il fallait découvrir. Mais on faisait des actions aussi très en rapport avec la société, la ville, la vie de la ville. Et en parlant de déchets, Fatou s'occupe des déchets qui sont autour et qui sont une réelle menace pour notre planète. Mais il y en a une autre qui sont, en tout cas au Sénégal, on a un gros problème de déchets avec le plastique. Et donc, on a beaucoup travaillé autour de la question du plastique avec les artistes, et notamment avec un artiste qui s'appelait, qui est effectivement décédé maintenant, Amadou Sow, qui est un plasticien qui vivait en Autriche et qui nous avait, je vais vous mettre d'ailleurs un petit lien que Marie va vous relayer parce qu'elle pourra vous montrer l'image, ça sera plus intéressant. Alors attendez, ah ben voilà, je pensais que j'étais en place pour tous mes liens, mais si, je le suis, je l'ai retrouvé. Je vais le retrouver. Donc, on a monté une opération qui s'appelait Bottle Boy. Attends, Marie, je te passe le lien tout de suite dans le chat. Ah là là, c'est quand même formidable, hein. Moi, ce que je trouve formidable, c'est que j'étais très déçue de ne pas pouvoir être avec vous, physiquement parlant. Et puis, d'un coup, je me suis dit, mais au fond, ça m'arrange d'être virtuel parce que d'abord, je peux fumer. Ensuite, finalement, je me pose souvent la question à ce jour, à savoir si je ne suis pas devenue l'avatar de mon avatar. Mais bon, bref. Donc finalement, je trouve ça très bien. Alors, je pense que Marie peut vous montrer une image de ce qu'est le projet Bottle Boy. On voit bien, oui. Il y a un slide sur le site avec les artistes de Dakar, ils étaient 10, qu'on avait monté en collectif, le collectif Bottle Boy. Alors, ce que je dois signaler aussi, parce qu'on parle quand même d'afro-cyberféminisme, c'est qu'il n'y avait qu'une seule femme parmi ce collectif de 10 artistes. On n'a trouvé qu'une seule artiste plasticienne travaillant sur le déchet plastique. C'est pas beaucoup, mais à ce jour, je pense qu'on le referait, on en aurait plus. Ce qui veut dire que tout ça fait école et qu'il faut continuer. Alors, ça, c'était un des projets. Ensuite, on a travaillé autour de, par exemple, de la danse numérique avec une compagnie, je vous mets le lien, compagnie du sud de la France, la compagnie Mouliras, qui sont venus plusieurs fois au Sénégal pour montrer leurs travaux sur ce qu'on appelle la danse numérique, qui maintenant on va plus parler de capteurs, de senseurs et de choses comme ça. Voilà. Ensuite, autre opération très, très sympathique que nous avions faite, c'était avec des graffeurs. Ça s'appelait United Artists of Africa et on avait investi, alors là vous allez avoir, vous avez tout un ensemble de vidéos qui décrivent l'opération sur une semaine. On avait investi tout un immeuble en verre, en façade de verre, sur 4 étages et un groupe de graffeurs avait tagué ce mur. Et alors, vous me direz où est le numérique là-dedans? Le travail, c'était justement d'amener les artistes à créer du contenu, parce qu'au fond, c'est ça, une de nos bagarres. C'est pas tant d'être connecté à Internet, c'est pas tant d'avoir du matériel, c'est d'avoir la possibilité de créer des contenus qui sont ce qu'on appelait, encore une fois à l'époque, hein, il faut se remettre dans le contexte de 2004, des contenus sud-sud.
On a beaucoup de contenu sur Internet, anglophone d'une part, on a peu de ressources francophones et encore moins d'Afrique francophone notamment, et d'Afrique tout court. On a plus de contenu anglophone, d'Afrique anglophone, que d'Afrique francophone notamment. Les contenus à l'époque qui parlaient d'art, d'art contemporain ou d'artistes qui travaillaient sur le digital étaient tous issus d'Afrique du Sud ou de la zone Afrique du Sud. Donc on se sentait un petit peu à Dakar, oui, au Sénégal, très, très en dehors de tout ça. Praline, Praline, Alors, Praline, est-ce que tu m'entends? Praline, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Je te coupe parce que je voulais rebondir justement sur la question de ce que vous faisiez d'important et qui nous a aussi nous semblé très important, qui était la question d'utiliser des outils du libre, des logiciels libres, et qu'on avait vraiment très envie de t'entendre, outre bien entendu parler de Praline, mais de t'entendre aussi parler de toute cette dimension très militante et très en avance en fait, hein, aussi. Oui. Alors c'est vrai qu'à cette époque, déjà dès 2006, on a créé un forum pendant une semaine avec le collectif. On a squatté un club de jazz et on s'est installé dans le club de jazz. On les a complètement envahis et on a fait venir des artistes et voilà, c'était dans le cadre pendant la biennale, donc on a eu beaucoup de monde évidemment. C'était bien, et pour faire passer le message. Et le message, c'était ça aussi, c'était travailler sur les logiciels libres, open source. Moi, j'avais été très frappée par les travaux de Richard Stallman et de la fondation qu'il avait créée qui s'appelle Free Software Foundation et des licences GNU Linux. Alors, à partir de là, on a eu l'occasion de rencontrer, grâce à ce happening de 2006, on a eu l'occasion de rencontrer deux fous du code, deux informaticiens fous, un Sénégalais et un Français d'ailleurs, qui étaient tous les deux à Dakar. L'un travaillait sur le réseau francophone Refer et l'autre était un développeur libre à Dakar. En discutant et en voyant ça, ils se sont rendus compte qu'il y avait, on parlait justement de l'open source et du fait que travailler sur des logiciels propriétaires, d'une part, c'était très, très onéreux pour la plupart des gens d'acheter les licences, et qu'on était systématiquement hors la loi, et que c'est pas très agréable, même si on sait hacker un système, même si on sait utiliser tous ces logiciels. Je veux pas que ça soit enregistré, mais je l'ai fait beaucoup dans ma jeunesse. Mais voilà, et je trouvais ça très dérangeant. Et donc, grâce à cette découverte de Stallman, j'ai pu découvrir un super site d'ailleurs qui s'appelle Framasoft, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle, je crois que c'est framasoft.org, qui est une mine d'or qui parle de logiciels libres, et j'ai vu cette association se développer d'ailleurs au fil des temps, et maintenant ils font de l'édition de livres en ligne, enfin tout un tas de choses. Mais ce qui était important, c'est que Dakarlug est né. Alors Dakarlug, c'est né comme ça. C'est une sorte de liste. En fait, c'est une liste qui est sur Internet, mais physiquement, concrètement, à Dakar, c'était logé au sein du réseau universitaire francophone, et c'était géré par ces deux personnages qui créaient des réunions une fois par mois et qui mettaient à disposition des ordinateurs et qui initiaient donc les étudiants à utiliser Linux sous la forme la plus simple, hein. C'était l'outil système qui s'appelle Ubuntu, donc qui est issu d'une recherche sud-africaine d'ailleurs. Et Ubuntu est c'est comme Windows, c'est comme voilà, c'est un outil système, sauf qu'il est totalement libre, son code source est totalement libre et on peut le modifier, on peut l'adapter, voilà. Et ça demande quand même une prise en main. Alors c'est vrai que
c'est plus simple de travailler sous Windows ou Mac parce qu'en tant qu'utilisateur, on a juste à cliquer sur des boutons. Je crois que pour les plus jeunes, c'est bien aussi de savoir, maintenant que cette révolution numérique est en place, c'est bien de savoir de quoi on parle et quels sont ces outils. Hein, puisque maintenant, nous en sommes au monde des GAFA. À l'époque, ça n'existait pas. Et les GAFA vont nous manger tout cru, comme les débris. Donc, c'est bien de savoir comment ça marche et de s'approprier ce réseau afin de pouvoir constituer ses propres ressources et des ressources qu'on peut adapter à nos besoins et qui ne sont pas forcément les besoins effectivement de l'Occident. Ça n'a rien à voir, on est dans des contextes différents. Et d'où ce pont que l'on peut faire maintenant avec la téléphonie mobile. Vous entendez tous parler beaucoup de réalité, de choses comme ça. Je crois que dans nos pays, ça va être quelque chose d'essentiel et qui va passer par la téléphonie mobile, parce qu'à ce jour, tout le monde peut avoir un bon téléphone mobile en main. Ça reste quelque chose maintenant d'accessible et ça permet effectivement d'apporter une connexion Internet au fin fond de n'importe quel pays par tout un système de relais ou de Wi-Fi, et ça fonctionne très bien. Et les populations s'accaparent vraiment bien de ces systèmes, donc il faut vraiment travailler sur qu'est-ce qu'on peut apporter en tant que contenu et application à ces systèmes-là. Et je pense que moi je travaille vraiment dans la réalité virtuelle, dans la virtualité, dans l'immersion. Et ce que je cherche à faire, c'est ce pont justement entre les mondes virtuels qui sont en fait des territoires à conquérir. Parfaite transition, Praline. Parfaite transition. On voulait que tu nous parles en quelques mots, parce que malheureusement, là, on se rend compte que le temps file à une vitesse oui, je sais que vous n'avez pas beaucoup incroyable. De temps, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Voilà. Il va falloir qu'on invite la Gaieté Lyrique au Sénégal pour faire quelque chose de plus... Oui, voilà. Ou que Praline veut revenir à la Gaieté Lyrique pour une séance de 3 heures pour nous expliquer toutes ses aventures. Et alors, une autre aventure très importante dont on voulait t'entendre parler, c'était la création, donc, le fait que tu aies investi très tôt les mondes virtuels avec ton avatar, oui, Praline en B. 2009, voilà. Effectivement. Et on voulait te demander d'abord ce qui t'avait attiré dans le métavers d'une part, d'autre part, quelle était la plateforme technologique que tu utilisais et ce qu'était Métatran. Alors voilà, on n'a pas énormément de temps, peut-être qu'on va s'arrêter après ces questions-là. Mais voilà, on avait très envie de t'entendre sur ça. Tu nous présentes Praline, surtout. Bon, alors je fais vite. Alors, Praline. Alors, en 2009, oui, je me connecte en fait sur un monde virtuel qui s'appelle Second Life. Alors, moi, je ne suis pas, vu mon âge, vous pouvez vous en douter, 60 printemps quand même, hein, à ce jour. Je n'étais pas du tout, j'ai pas été élevée avec des manettes à la main, Nintendo et compagnie, PlayStation. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne suis pas du tout une joueuse. Donc, j'ignorais tout des mondes virtuels immersifs, persistants, 3D. Voilà, le terme est lâché. Et donc, Second Life, je n'avais aucune connaissance. Je voulais rencontrer une artiste qui, elle, avait investi le web, travaillé sur le réseau et qui s'appelait Maria Kanishi. Je l'ai rencontrée à Marseille et elle me dit, si tu veux voir mon travail, il faut venir sur Second Life. Et là, un monde nouveau s'est ouvert à moi. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Évidemment, je suis rentrée à Dakar et je me suis précipitée sur ma bécane et je me suis connectée à Second Life. Il suffit d'un navigateur 3D et hop, voilà. Me voici dans Second Life, mais là, surprise, elle ne m'avait pas parlé de l'avatar. Et je me retrouve avec un avatar, un personnage, qui a passé une bonne semaine à se promener tout nu, d'ailleurs. Tout le monde me faisait des réflexions, parce que je ne savais pas l'habiller. Donc, tout simplement. Mais par contre, j'ai visité et j'ai rencontré le travail de cet artiste. Et là, un monde nouveau s'est ouvert à moi. Et je me suis dit, effectivement, il y a là, autant le réseau Internet, effectivement, c'est la bibliothèque du monde, hein, du savoir humain, autant ces espaces-là, enfin, ce Second Life-là, c'est un territoire tout à fait nouveau. Et surtout, j'y voyais l'avantage de pouvoir se connecter avec n'importe qui dans le monde, en temps réel, de partager des travaux, de travailler ensemble, de pouvoir toucher le même cube qu'on est en train
dont on est en train de se servir pour bâtir quelque chose, de pouvoir le modifier en temps réel avec une autre personne ou plusieurs. Et d'un coup, je me suis dit, mais voilà la dimension qui nous manquait pour le cerveau collectif, pour la collaboration, pour les échanges d'idées, pour la recherche. Dont on peut... Oui. Ah, me revoilà. Ah, c'est parce que je m'agite trop. Il ne faut pas perturber le flux vidéo. Je m'agite. Donc, et surtout, c'était de pouvoir appliquer des choses, parce que le virtuel, c'est vraiment la somme de tous les possibles. C'est quelque chose comme ça qui a l'air impalpable. C'est du domaine de la pensée, de la réflexion. C'est ça le virtuel et l'immersion. Et en fait, ça vous permet, et c'est aussi un énorme simulateur, et ça vous permet de tester des choses et de les appliquer maintenant dans votre espace de vie physique. Et voilà, et là, je me suis dit, avec ces outils, on peut peut-être aussi conquérir cet espace-là et avoir plus de liens, plus de travail collaboratif, plus d'échanges. Mais il y a quand même quelques écueils, hein. Ce sont les outils nécessaires. Il faut quand même des machines véloces, il faut une bonne connexion Internet. Alors, il faut développer des centres où on peut mettre ces choses à disposition, évidemment. Ça, c'est le bémol. Mais l'origine de Métatram, c'est ça, hein, c'est de créer ce lien sur le réseau, de mettre à disposition donc un serveur avec, voilà, parce que, alors pareil, hein, Second Life, je vous en parle, c'est propriétaire. C'est une société californienne, Linden Lab, bon, voilà, ça a un coût. Par contre, il existe des grilles qui sont open source. Et il existe un système qui s'appelle Open Simulator et qui est en fait de la rétro-ingénierie de Second Life et qui est, dont le code source est totalement ouvert et avec une grosse communauté qui travaille derrière et qui évidemment fait comment dire, grandir ce système. Et donc nous avons un serveur en place et qui est connecté à une grille comme Second Life, sauf qu'elle est francophone et elle est open source. Elle défend l'open source, le libre et le partage. Elle s'appelle donc FrancoGrid. Je vais peut-être vous mettre le lien d'ailleurs. En fait, je suis en train de leur montrer le document que tu m'as envoyé cet après-midi. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok, d'accord, super. Tu nous donnes une sorte de mot de la fin parce qu'on est en train d'exploser la grille justement. Vous êtes en train d'exploser la grille, bon d'accord. Bon, alors, le mot de la fin, qu'est-ce que je pourrais dire ? Je pourrais dire que grâce à ces outils, on devrait être en mesure de pouvoir créer des collaborations qui maintenant seraient mises à la disposition effectivement d'applications mobiles et de choses qu'on appelle plus ou moins de la réalité augmentée, mais au service de la ville. Voilà. Je glisse, en fait, j'estime que le travail des artistes est tellement maintenant en prise avec les pressions de la société que ces outils peuvent effectivement nous aider à continuer à nous développer un peu différemment en nous apportant des savoirs et des contenus qui soient adaptés effectivement à nos besoins et dont on est les créateurs. Voilà. Moi, je voudrais juste conclure comme ça. Hein. Après, ce que je peux vous proposer, c'est de mettre sur le site de la Gaîté, enfin, je suppose que vous allez connecter tout ça. J'ai une liste de liens. Ah, salut, ça me fait plaisir de vous voir tous. Et voilà, une liste de liens qui vous permettrait peut-être de remonter le fil de toutes ces choses possibles. Voilà, merci, en gros. Super, merci infiniment. Mais il faut partager en tout cas. Il faut partager, il faut le faire. Et il faut surtout créer du contenu
qui vient issu du continent. Ouais, super. J'ai un truc à dire quand même. Alors là, c'est tout à fait... voilà, j'en profite, hein, je fais comme à la télévision. Alors, pour l'artiste Mélodile qui est dans la salle, dans l'assistance, je suppose, bon anniversaire. Bon, là, en tout cas, c'est formidable de faire des opérations comme celle-ci. Et j'espère que pour une prochaine, je pourrai être là physiquement aussi. Merci infiniment, Sylviane. Je vous en prie. Bonne soirée à tous. Vous avez des questions pour, voilà. Alors, bon, on voudrait qu'il y ait des questions plus vite, plus souvent, que vous participiez. Mais voilà, on arrive, voilà. Bon, les questions. Si vous avez des questions à Tabitha, Fatoumata, Sinatou, Praline. Coucou. On doit se voir à Dakar, hein, j'espère. Ouais, la semaine prochaine. Super, je vous attends. Salut. Ah, génial. Qu'est-ce que vous êtes beau. Vous êtes encore un peu couvert. Il a l'air de faire froid encore chez vous. Hein. Alors moi, j'ai une question à Fatoumata. Justement, donc sur le continent africain, je suis curieuse d'avoir ton avis sur la question des programmes spatiaux. Est-ce qu'il y a un pays justement qui se singularise et puis aussi sur la question de femmes astronautes sur le continent, si tu as des informations à nous donner sur cette question. Alors, sur les 54 pays du continent, il y en a à peu près à peine 10, entre 8 et 12 qui ont une agence spatiale. Mais c'est vrai que celle en tout cas qui est la plus proactive, c'est l'agence spatiale nigériane. Elle a vraiment, par exemple, elle voulait avoir son propre satellite, je ne sais plus dans quel domaine. Elle a donné le contrat à une université anglaise, mais dans le contrat, en plus de devoir fabriquer le satellite, l'université anglaise devait prendre une équipe d'ingénieurs nigérians et les former en fait à la fabrication de satellites et aussi comment on gère le suivi d'un satellite par la suite. Et ensuite, ces ingénieurs-là, de retour au pays, donc devaient s'occuper encore de ce satellite, mais aussi former leurs collaborateurs autour. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, à l'horizon 2030, donc il y a la mission spatiale, première mission spatiale humaine. J'espère que ce sera le Nigeria, enfin un pays comme le Nigeria, ça me dit, enfin pourquoi pas. En sachant que moi, je fais beaucoup la distinction entre les pays africains anglophones et francophones. Francophones, on ne va pas se mentir, on est à la ramasse. De toute façon, on est à la ramasse dans pas mal de choses. Hein. Même au niveau des startups, le domaine des startups que je connais assez bien, où c'est... Je ne sais pas ce qui nous est arrivé, mais voilà. Et concernant les femmes dans l'astronomie sur le continent africain, il y en a quelques-unes, très peu connues, très peu connectées, et qui... c'est pas qu'elles n'ont pas la notion, mais on va dire qu'en Europe, on sait que la question de la représentation est très importante pour la société. Mais là-bas, c'est pas trop le cas, en fait, en tout cas des femmes que j'ai pu rencontrer, où elles, ce qui compte, c'est d'avancer dans leur travail et de faire leur contribution au niveau local. Mais j'ai un exemple d'une fille que j'avais rencontrée il y a plus de 10 ans. En fait, ces dernières années, il y a des projets qui émergent qui s'appellent les bus spatiaux. En fait, c'est un bus qui va sillonner une région. En France, on va l'avoir cette année. Avant, il y a eu au Maroc, il y a aussi au Sénégal. Et cette fille a fait ce bus il y a plus de 10 ans. Mon problème, c'est que quand j'ai lu des articles sur les autres bus qui ont émergé, c'est que j'ai vu le premier bus spatial dans l'histoire de l'astronomie. Et moi, j'ai vu ça en fait comme une rature de cette fille, Suzanne Murabana, qui est là depuis plus de 10 ans, qui a donné des cours dans les camps de réfugiés. Et c'est vrai que j'étais toute seule dans mon ordinateur à dire « say her name », dites son nom en fait. Et cette manière de dire « nous sommes les premiers », en fait, c'est quelque chose... je lui ai envoyé un mail à Suzanne, je dis « ouais, c'est pas normal, vas-y, viens, on fait une campagne sur Twitter et tout, il n'y a pas moyen ». Mais elle m'a dit non, laisse, t'inquiète pas, de toute façon, on travaille un jour, machin et tout. Donc ça, ouais, si tu veux, mais je le ferai quand même. Mais c'est pour dire en fait que il y a des gens qui travaillent depuis plus de 10 ans sur des projets
l'enseignement de l'astronomie sur le continent africain et qui sont très peu connus, et en sachant qu'en général, ils n'ont pas le support de leurs gouvernements locaux. Merci. Des questions? J'avais juste une question par rapport aux débris spatiaux. Est-ce qu'il y a des initiatives courantes qui viennent de l'Afrique ou d'autres pays que vous pouvez pas en parler pour nettoyer les débris? Alors la première chose, c'est que l'Afrique, elle n'a rien fait. Enfin, il y a des nations africaines qui ont fait envoyer des satellites par d'autres pays comme la Corée du Sud ou la France, mais en soi, l'Afrique n'est pas responsable des débris spatiaux. Donc moi, j'ai envie de dire, franchement, continent africain, tranquille. Voilà, il y a un satellite, le Nigeria avait lancé un satellite, et une fois que le satellite avait fini sa mission, l'agence spatiale nigérienne avait déjà prévu de faire rentrer sur Terre le satellite, et c'est ce qu'ils ont fait. Donc ils n'ont pas de débris à l'heure actuelle. Après, ceux qui travaillent sur des missions de nettoyage, c'est plutôt des entreprises et laboratoires en Europe, aux États-Unis, en Russie et en Chine, les principaux pollueurs de l'espace. Et il y a beaucoup de solutions qui sont proposées, mais pour l'instant, il n'y en a aucune qui peut être testée dans les conditions réelles, parce que ça coûte très très cher en fait, une mission de nettoyage. Pour l'instant, on pense qu'elle va coûter au minimum 20 millions, et encore. Et pour que la mission soit pas trop un gouffre financier, ils ont fait un calcul disant qu'il fallait au moins retirer entre 5 et 10 gros débris pour une seule mission. Et pour que la mission ne coûte pas trop cher, il faut que les 5 débris soient proches les uns par rapport aux autres. Mais le problème, c'est que si vos 5 débris, il y en a un qui appartient aux États-Unis, la Chine, la Russie, l'Europe, et je ne sais pas quel autre pays, vous devez avoir l'accord en fait, de tous les autres pays en fait, avant de toucher à leurs débris. Donc il faut travailler avec eux en collaboration. Et c'est pour ça qu'il y a un comité qui s'appelle le comité des agences spatiales, etc., qui travaille sur cette question en fait, de collaboration mondiale pour traiter la question des débris spatiaux. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais vous remercier pour toutes vos interventions que j'ai trouvées très enrichissantes. Et j'aurais aimé savoir, j'aurais aimé demander à Tabitha Rezer quel était son ressenti par rapport au format de la soirée de ce soir. Parce que dans ce que vous avez proposé, il y a eu tout ce travail de revenir au corps, à l'instant présent, se connecter à soi-même. Et à côté de ça, on a un format de soirée qui est très dispersé, où il y a des personnes qui sont en ligne, loin de nous, et on discute comme ça. On fait plusieurs choses en même temps, on regarde des vidéos, on parle, et c'est très représentatif de comment on vit le numérique aujourd'hui, je trouve. Et voilà, par rapport à ce que vous avez proposé comme intervention, ça m'intéressait de savoir c'est quoi qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Juste pour dire avant qu'elle casse les débris spatiaux, elle et moi, on a une connexion. Hein. Regardez le sol. Est-ce que c'est moi? C'est des débris, ça. Ouais, alors... On aurait dû la faire dans l'autre sens, en fait. Non, c'est pas, je pense qu'elle veut dire... Enfin, je sais pas ce que tu voulais dire, mais ma réponse, c'est plus dans... je dirais un problème et une habitude ou des conventions, souvent dans les institutions culturelles, les musées ou même dans l'éducation, ce rapport très hiérarchique de les personnes qui savent et les personnes qui reçoivent. Donc c'est là où je pense qu'il y a un potentiel pour être un peu plus créatif, surtout quand on veut parler ou quand on a une mission, je dirais, décoloniale ou de s'affranchir de hiérarchie du colonialisme ou de hiérarchie tout simplement. De repenser des façons
plus collective de partage d'informations et du recevoir d'informations, et quelle forme cela peut prendre. Alors c'est vrai que dans la pratique, j'essaye de travailler sur le contenu, mais la forme de délivrance. Et à la base, je me souviens, on discutait avec Marie et Oulimata, j'étais là, non mais un auditorium, je peux pas, quoi. Mais bon, après, on fait avec ce qui est là, et on essaye. Mais c'est vrai que, ouais, même si c'est une belle soirée, merci. Vraiment, c'est avec plein de gratitude et d'honneur que je suis là. Mais je pense qu'il y a un besoin de repenser nos formes d'échange et de discussion pour qu'elles soient aussi un peu plus inclusives. Rien qu'un cercle d'être... à l'offrande que j'ai fait, d'habitude, les gens sont en cercle ou d'avoir un mouvement. Enfin, la position assise, c'est aussi... elle est oppressante, en fait, pour notre corps et de la femme. Bouger, il y a plein de façons de repenser, réimaginer. Et là, on est dans une question d'imaginaire. Comment peut-on imaginer une rencontre de façon plus harmonique pour non seulement pour différents centres de savoir, en fait. Parce qu'en Occident, dans les cultures occidentales, ce qui est vraiment mis en avant, c'est le centre cérébral. C'est par là qu'on reçoit l'information. Et je pense qu'il y a d'autres centres d'information, que ce soit notre bassin intérieur, le cœur, le corps ou nos énergies, champs électromagnétiques, ou peu importe, d'autres formes ou d'autres portails de réception. Et comment on peut peut-être échanger cœur à cœur plutôt que mental à mental. Voilà. Bonsoir, j'avais une question pour Sinatou. Du coup, tout à l'heure, vous disiez que, par exemple, Orange ne fait pas forcément des investissements sur le long terme, sur le territoire africain. Mais du coup, est-ce que demander ou attendre des grands groupes qui fassent des investissements comme ça aussi porteurs pour le futur du continent, ça ne serait pas un peu leur remettre les clés de ce que pourrait être un Internet libre pour le continent, en fait? Alors, je parlais d'Orange en parlant de Orange Money et d'Orange Bank. Donc, je ne dis pas là ce soir qu'Orange ne fait pas des investissements. Voilà. Non, je voulais juste préciser. Je pense qu'ils te diront qu'ils font des investissements, mais de façon générale, les grands groupes, mais on ne peut pas le leur reprocher. Hein. Enfin, voilà, c'est le business, quoi. Tu peux être d'accord ou pas être d'accord, c'est autre chose. Mais voilà, de façon générale. Et c'est comme ça, c'est leur logique, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils vont moins faire des investissements sur le long terme et beaucoup plus sur le court terme. Après, on peut être d'accord ou pas. Après, moi, je ne dis pas, là, du coup, que c'est à eux de le faire. Dans l'idéal, il faudrait que ce soit à nos États de prendre les choses en main. Est-ce qu'elles le font? La réponse est non. Est-ce que ces groupes-là qui ont des intérêts économiques parce qu'elles génèrent des bénéfices dans ces pays-là n'ont pas aussi envie, parce que en fait, construire des relais dans des zones reculées, c'est plus d'abonnés aussi. Enfin, c'est juste patienter, c'est juste arrêter d'être dans une logique tout de suite et décider que, en fait, on prend les fonds et puis on construit sur le long terme. Donc, du coup, je pense que c'est dans l'intérêt, c'est pas juste de la philanthropie. Enfin, il n'y a pas de philanthropie, hein, tout a un intérêt. Donc, du coup, elles ont aussi un intérêt à le faire, parce qu'elles génèrent des bénéfices dans ces États-là. Après, bien sûr, dans un monde idéal, on voudrait que nos États le fassent, mais bon, on n'en est pas encore là, quoi. Pour rebondir sur ce que dit, donc je passe à autre chose, parce que j'ai vu justement, je passe à autre chose. Mais justement là, Sylviane dit, il n'y a pas d'internet libre, c'est une utopie. Et je veux revenir à ton travail, où je pense que si on tire jusqu'au bout, l'idée c'est peut-être aussi justement de recréer une autre utopie qui serait potentiellement de se dire, mais est-ce qu'on a tant besoin d'internet ou de ces technologies que ça, en fait? Est-ce que ton travail peut aussi tirer jusqu'à cette idée de, non pas seulement dénoncer,
en fait, mais aussi peut-être d'ouvrir vers quelque chose qui serait s'en détacher complètement, ou en tout cas comme quelque chose de possible. Après, je pense que c'est une question de responsabilité. Et je pense que collectivement, on a du mal à se responsabiliser. Et responsabiliser, ça ne veut pas dire se sentir coupable, mais c'est quelle réponse peut-on apporter à une situation donnée. Et quand on sait qu'on est tous complices d'un système d'exploitation, d'un système capitaliste, impérialiste, oppressif, qui perpétue vraiment les pires horreurs dans le monde parce qu'on a envie d'être sur Facebook, enfin, à un moment donné, on ne peut pas juste critiquer. Donc c'est vrai que Internet, je ne pense pas qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est possible de s'imaginer sans Internet, mais c'est possible d'imaginer une autre forme d'Internet. Et il y a des exemples. À Cuba, par exemple, il y a un mesh network qui a été organisé complètement indépendamment du réseau mondial. Donc, ils ont un intranet qui est complètement coupé du système de notre Internet et qui fonctionne, qui est lent. Il y a d'autres structures, il y a d'autres possibilités. Et en fait, il s'agit de nourrir nos possibles, en fait, c'est ça. Et on est un peu sur le « ah bah c'est comme ça, bah ouais, bah tant pis ». Bah non, il y a des façons. Je suis dans un collectif avec des âmes artistes, des âmes frères d'Afrique du Sud. Et on a créé notre propre serveur aussi sur le Deep Web, où on crée une plateforme c'était justement pour répondre à la situation en Afrique du Sud, où beaucoup de groupes politiques s'organisent sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et parfois c'est arrivé que la police arrive parce qu'ils savaient où ils se rencontraient. Donc voilà, on a créé cette plateforme pour pouvoir échanger en sécurité, pour pouvoir essayer d'imaginer est-ce que c'est possible d'avoir un Internet plus safe, plus secure. Et on a vite vu les limites en fait de la possibilité d'exister sur le réseau. Mais après, de créer des intranets ou des P2P, c'est possible. Donc il y a d'autres façons, ça existe. C'est vrai qu'il faut se donner le temps, les moyens et l'envie de sortir de ce système, quoi. Juste pour préciser, tu parlais de Deep Web. Contrairement aux images reçues, le Deep Web, c'est pas juste un espace où on vend des armes. Voilà. Donc, c'est assez intéressant et c'est vraiment super intéressant ce qui s'y passe. C'est pas juste pour vendre des armes ou pour vendre de la drogue, etc. Alors moi, je voulais juste rajouter une petite chose, parce qu'elle a parlé à un moment donné de retrouver notre cosmogonie. Vous êtes connectés. Par rapport à la cosmogonie, juste pour donner un exemple, moi je suis d'origine malienne et je suis de l'ethnie des Soninké. Au mois de février, je suis partie au Mali et je devais donner des cours dans un lycée pour filles, des cours d'astronomie. La plupart des filles parlaient bambara. Là, c'est pas ma langue. Donc il y avait une fille sur place qui devait m'aider. Et je lui dis, comment on dit en bambara Saturne et tout, machin. On n'a pas trouvé. Là, je me suis dit, il n'y a même pas de dictionnaire de toute façon sur place. On ne sait pas comment dire les noms des planètes. Même chez Soninké, j'ai regardé, on a quelques noms de planètes, mais sinon, entre guillemets, c'est perdu, ou alors il faut qu'on cherche beaucoup. Mais on y a difficilement accès. Alors qu'on sait très bien que dans nos ethnies respectives, il y a des croyances liées aux astres qui existent depuis des centaines d'années. Et pourtant, on n'a pas réussi, non, c'est quand même, c'est trop facile de dire. Non, c'est pas bien ce que j'ai dit. C'est la faute de la France. Non, je rigole. Non. Non, mais tout ça pour dire qu'en fait, une partie de notre culture a été effacée. Et de me dire qu'on ne peut pas donner de cours d'astronomie en bambara ou en soninké, sincèrement, c'est très difficile. On a mis des millions d'années par rapport à l'arrivée de l'être humain sur Terre, faut pas abuser peut-être.
Et une autre chose, c'était par rapport à la narration qui, il est vrai, est très important, parce que j'ai commencé à lire Nnedi Okorafor, l'écrivaine nigériane qui fait de la science-fiction. Alors, il y a un des livres que je ne pourrais pas vous recommander forcément qui s'appelle « Qui a peur de la mort ?» parce que pour moi, il est ultra traumatisant. Voilà. Elle s'est quand même inspirée de ce qui se passe au Soudan avec des viols, des meurtres, etc. pour tenir le coup. Mais du coup, j'aimerais faire une petite dédicace à Revue à tailler, représentée par Anna, en fait, chez qui, du coup, j'ai fait un atelier d'écriture, parce que c'est vrai, en fait, de pouvoir écrire des récits de science-fiction basés, on va dire, qui s'inspirent de nos expériences en tant qu'être humain et aussi par rapport à nos origines. Même ça, en fait, c'est un acte militant et c'est, pour l'instant, rarement vu. Voilà. Fatou, tu parlais de astronomie, sonique et tout ça. Si ces questions-là vous intéressent, langue africaine et web, c'est pour ça qu'il faut rejoindre IDEMI Africa. Non, j'étais totalement d'accord avec toi. Voilà, c'est juste pour dire ça. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il est possible de donner en Wolof des cours de chimie. Enfin, qu'on arrête de vous dire que dans nos langues africaines, ça n'existe pas. C'est juste qu'on n'a pas cherché, quoi. Donc, des gens ont donné en chimie, des cours de chimie en Wolof.